Tu me disais que tu m'avais dit des trucs en off. Je te disais que c'est pas grave pour les auditeurs qui les avaient pas entendus, qu'on aurait plein de trucs intéressants. Et puis on va reprendre, ce sera un tout petit peu moins naturel parce que c'est la deuxième fois qu'on démarre cet épisode. Bienvenue dans The Big Shift, Stéphane. Merci beaucoup Xavier, un plaisir. Et ben écoute, ravi que tu sois là. C'est un épisode qu'on enregistre de façon un peu spontanée. Parce qu'il est 16h, qu'on a décidé qu'on enregistrerait ensemble à midi, parce que t'es oisif à Paris aujourd'hui. Il y a eu un trou de manière un peu exceptionnelle et j'en ai profité pour t'appeler et t'as accepté, donc on y va, c'est super. Et bah écoute, trop cool. L'idée de cet épisode, c'est de parler de décarbonation du secteur du transport maritime. Aujourd'hui, on a la très grande majorité de nos biens, donc notre consommation quotidienne en tant qu'individu, mais aussi les matières premières et tout ce qui est nécessaire pour l'industrie, qui est transporté via ces cargos. Stéphane, je pense que tu auras des chiffres à nous communiquer là-dessus. Et l'idée, c'est de savoir quelles sont les solutions pour décarboner ce secteur-là, et puis en particulier, peut-être grâce à la propulsion vélique. On vous expliquera ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Stéphane, toi, tu fais partie d'une équipe qui s'appelle Grain de Sail. Vous avez 2 voiliers qui parcourent l'Atlantique pour livrer des marchandises à la voile. Est-ce que tu peux te présenter et m'expliquer un peu ce que c'est que Grain de Sail ? Bien sûr. Donc Stéphane, moi j'ai la chance, on va dire, d'être directeur marketing chez Grain de Sail. Je parle de chance parce que dans une carrière, on n'a pas toujours la possibilité de travailler sur des projets aussi intéressants avec autant de sens et qui sont aussi très variés, parce que ce qui est particulier de Grain de Sail, une entreprise qui est basée à Morlaix dans le Finistère, c'est qu'on est d'une part un chocolatier et torréfacteur, donc torréfacteur de café, et d'autre part on est transporteur maritime. Donc ça veut dire qu'on couple un business model, on a un business model assez atypique avec le couplage d'une activité agroalimentaire terrestre et une activité maritime de transport. Et comment on transporte et pourquoi on transporte, et on peut même aller plus loin, qu'est-ce qu'on transporte. Le projet de l'entreprise, c'est vraiment de pouvoir réduire l'empreinte carbone du transport maritime. Pour ce faire, on a décidé de devenir chocolatier et torréfacteur de café pour, à travers des besoins de production sur Terre, générer des besoins de transport de matières premières. Et puis depuis, on est devenu aussi logisticien, fournisseur de transport, de services de transport, prestataire logistique, on pourrait même dire, pour le compte de clients externes à Grain de Sail. Donc l'entreprise se structure au fur et à mesure sur l'ensemble de ces 2 activités qui sont intimement liées, mais qui sont aussi assez distinctes l'une de l'autre in fine. Je pense qu'on pourra en rediscuter, mais est-ce que tu as l'impression que c'est hyper nécessaire d'être intégré verticalement, tu vois, de faire à la fois la production vous produisez pas la matière première dans le cadre du cacao ou du café, mais toute la partie commissionnaire de transport, marin, puisque vous avez vos propres bateaux que vous commandez, vous êtes armateur, mais vous êtes aussi les marins qui les naviguent. Vous êtes du coup après un distributeur. Oui. Est-ce que c'est hyper important d'être intégré sur ça pour être rentable, j'imagine ? Ouais, alors au-delà de ça, c'est qu'au début, donc pour recontextualiser un petit peu le projet, on démarre en 2012 avec, comme je disais, la prémisse initiale qui est de faire du transport maritime, mais qui, afin de le faire, nécessitait d'adosser et de créer en premier un fonds de commerce terrestre. Donc en 2012, on démarre avec l'activité de torréfaction. En 2015, on enchaîne avec la partie chocolaterie. En 2018, on signe un contrat avec un premier chantier naval pour le premier voilier cargo. Et en 2022, on signe un contrat avec un deuxième chantier pour un second navire. Et là, bientôt, on aura un troisième navire aussi, dont on va parler tout à l'heure. Et donc, cette séquence, en fait, elle a été imposée. Clairement, on ne réinvente rien en termes de navigation. On fait ce qu'on appelle communément chez nous de la rétro-innovation. Donc, on utilise des techniques de navigation relativement ancestrales, mais on les fait, c'est là la partie, donc ça c'est la partie rétro. La partie innovation, c'est effectivement de le faire au goût du 21e siècle avec toutes les nouvelles technologies que l'on a à notre disposition, utilisées à bon escient et avec parcimonie. Et donc, pour pouvoir lancer ces navires-là, on avait compris qu'une des limites de la propulsion vélique, donc qui a le gros avantage de pouvoir décarboner massivement parce que le vent est entièrement renouvelable,
Mais l'inconvénient, c'est que ça impose d'avoir des navires plus petits. Et donc, qui dit navire plus petit dit une moindre efficacité économique par rapport à des gros porte-conteneurs qui vont pouvoir, pour les plus gros, frôler les 400 mètres. Et donc, quand on a un navire de 400 mètres, effectivement, il y a des économies d'échelle immenses, puisqu'on va pouvoir transporter plus de 20 000 conteneurs à bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 000 tonnes? Un peu plus même? En tonnage, 20 000 fois, ouais, on peut faire 15 à 20 tonnes par boîte. Donc 15 000 containers, c'est ça? Fois 20 tonnes? 20 000 conteneurs fois 15-20 tonnes. Ouais. Ok, ça fait 2 fois 2, 4. Donc on parle de 400 000 tonnes potentielles. Exactement. Sur un navire. Sur un bateau. Alors sur les plus gros, mais sur un navire. Donc ça, c'est plutôt les bateaux qu'on trouve dans le Pacifique. Exactement. Sur les routes atlantiques, les navires vont être généralement un petit peu plus petits. Alors quand je dis un peu plus petit, ça va être du 300 mètres. Hein, donc mais ce sont quand même des navires immenses, ce qui fait que ce sont, on pourrait les qualifier de machines de guerre économiques. Ça veut dire que tout est ultra optimisé. Et sur un navire comme ça, on aura une vingtaine de marins à bord. Donc avec des frais opérationnels, des coûts opérationnels qui sont relativement bas par rapport à la quantité transportée. Et donc, la limite effectivement du Vélix, c'était la taille. Donc si on a un navire qui est plus petit, comment est-ce qu'on va concurrencer cette logistique mondialisée avec des acteurs internationaux qui sont au taquet sur l'équation économique? Est-ce que tu as une idée de la part du transport maritime mondial, enfin du transport mondial qui est effectué par voie maritime par rapport à l'aérien, au ferroviaire, au routier, etc. Donc le ferroviaire, on en parle peu, surtout en commerce international. Le routier, c'est sur des relativement courtes distances. Donc effectivement, ça peut être du Portugal jusqu'à la France, mais on ne va pas forcément avoir des très grandes distances. Donc la majorité du transport international est effectué par voie maritime. On parle de 80-90% du commerce mondial qui passe par les voies maritimes. Donc c'est un enjeu énorme de réussir à décarboner ce secteur, qui est déjà très efficace. Tu me dis du coup, quand tu transportes 400 000 tonnes, enfin, sur les plus gros, hein, mais disons entre 200 et 300 000 tonnes avec 20 marins et un bateau, j'imagine que les économies d'échelle sont déjà très très bonnes. Économie d'échelle sur le volet, sur le volet économique purement, et économie d'échelle sur le volet écologique aussi forcément, parce qu'on parle souvent d'un ratio qui est de grammes de CO2 émis par tonne transportée par kilomètre parcouru. Et effectivement, malgré tout, ces navires qui sont très très grands parce qu'ils transportent énormément et qui sont quand même relativement efficaces, il ne faut pas l'oublier. Et il y a eu d'énormes améliorations depuis des années sur la conception des navires et puis aussi sur des stratégies qu'on appelle de slow steaming, donc de ralentissement, donc qui vont aussi permettre d'avoir des économies de carburant. On peut avoir aujourd'hui sur les meilleurs navires du 8 à 10 grammes de CO2 émis par tonne transportée par kilomètre parcouru. Il y a encore quelques années, on parlait plutôt de 20 grammes. Donc on voit qu'il y a quand même eu un effort majeur de l'industrie. Alors ça, c'est sur les nouveaux navires, donc il y a encore beaucoup de ces anciens navires à 20 grammes, mais on a plutôt tendance à utiliser 10 grammes aujourd'hui comme le standard. Donc c'est très bien, mais ça, c'est de la valeur relative. En valeur absolue, si on prend l'ensemble de ces navires, on parle de 80 000 navires marchands qui voguent sur les océans tous les jours. C'est juste énorme. Si on regroupait ça et qu'on considérait ça comme étant un pays, en termes d'émissions en valeur absolue, ce serait peut-être le 6e, 7e plus gros émetteur au monde, l'équivalent d'un pays comme l'Allemagne. Ouais. On parle de 3% des émissions carbone au monde issues du transport maritime. Donc c'est clairement non négligeable. C'est pas forcément connu parce qu'on en parle peu. Je pense que dans nos imaginaires, on a tous conscience que les avions polluent énormément. Ouais. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des points sensibles en fait, que chacun a plus ou moins absorbé, mais beaucoup moins sur la dimension vélique. Donc nous, sur la dimension du transport. Et donc nous, justement, on essaye de sensibiliser sur ces sujets-là et pourquoi la propulsion vélique est une solution. C'est pas la solution, c'est pas la panacée, et on pourra parler des limites du vélique, mais c'est clairement une solution qui est
tangible, relativement facilement déployable et qui a pour le coup une décarbonation massive. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas sur une décarbonation partielle ou anecdotique en fonction des projets. Alors tous les projets véliques et toutes les solutions véliques ne se valent pas, mais quand on a des approches comme celle de Grand Sail qui sont assez jusqu'au boutiste, où on fait des navires vraiment en conception pure voilier, où grosso modo en dehors des manœuvres dans les ports et peut-être un peu de chenalage en fonction de la configuration des ports et des estuaires, eh bien on est à la voile. Ouais. Et on ne peut pas tricher dans le simple sens que de toute façon on n'a pas assez de fuel à bord pour traverser l'Atlantique par exemple. Donc à un moment donné il faut apprendre à faire de la voile et on a même des stratégies nous d'attendre lorsque le vent n'est pas favorable. Donc on ne va pas, sous prétexte qu'il n'y a pas de vent, allumer le moteur pour essayer de gagner un peu en temps. Tout simplement, on attend. Donc quand on a des projets comme ça qui sont assez complets dans l'approche et dans l'exécution aussi, c'est vrai qu'on arrive à avoir des taux de décarbonation. Nous, sur nos historiques, on parle de moins de 2 grammes de CO2 émis par tonne transportée par kilomètre parcouru. Okay. Donc on est à 80-90%. Donc on est à 5 fois moins du 10 grammes dont on parlait. Absolument. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que à la fois on a des méthodes de transport massives qui sont déjà hyper optimisées. Donc ça veut dire que les optimiser plus, ça devient de plus en plus complexe parce que obtenir le gramme supplémentaire, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est sur des limites technologiques. Oui. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant dans la partie propulsion vélique, c'est potentiellement, en fait, on change de technique, ce qui fait que ça nous permet de regagner encore énormément de gains de grammes de CO2 par tonne transportée, par kilomètre. Absolument. Sauf que ça amène du coup, ce que tu dis, un changement de modèle, parce que ça veut dire que on n'est plus à attendre en termes de système logistique, à pouvoir se dire « Ok, j'ai forcément mon truc dans 3 jours parce que la vitesse de tel bateau sur la Transat, c'est toujours 13 heures et 14 jours. C'est ça. 14 heures. Enfin, 13 jours et 14 heures. Mais là, du coup, on doit se dire « Ok, c'est quoi mon système météo ? D'accord, en fait... on travaille avec les éléments et la nature. Là, on est clairement dépendant de manière directe des éléments. Donc, on travaille avec les éléments. On accepte aussi la variabilité, forcément. Et il peut y avoir des écarts parfois entre certaines périodes de l'année, notamment. Et c'est pas un souci en soi, mais ça nécessite de réfléchir différemment. L'autre gros défi, et ça revient à la question initiale de pourquoi est-ce qu'on est intégré, c'est que comme on a des navires qui sont plus petits, on transporte forcément moins. Donc on est obligé de se poser la question de qu'est-ce que l'on transporte. Et ça veut dire qu'on n'est pas aujourd'hui en capacité, ou en mesure plutôt, de transporter tout et n'importe quoi d'un point de vue économique. Et puisqu'on a des navires plus petits, on va aussi choisir assez délibérément les routes pour justement pouvoir optimiser largement la propulsion vélique. Ce qui fait qu'il y a aussi des routes où le vélique n'est pas forcément le plus adapté. Donc le vélique n'est pas la solution parfaite. Et comme on a des navires plus petits, initialement, on s'est rendu compte, ou en tout cas on avait, je pense, assez correctement identifié qu'il n'était pas réaliste avec un navire 5, 6, 7 fois plus petit qu'un gros porte-conteneurs de concurrencer et d'aller convaincre en fait des chargeurs. Donc des chargeurs, ce sont les entreprises qui vont avoir des choses à mettre dans les navires et donc qui ont des besoins de transport, et qu'on n'allait pas pouvoir convaincre des chargeurs de transporter avec nous parce que c'était beaucoup plus cher. Et on s'est dit, la solution en fait, c'est d'intégrer qui nous permet de devenir notre propre chargeur, de transporter les matières, les produits. On ne savait pas trop quoi initialement. Assez rapidement, on a identifié ce qu'on allait transporter, mais au début, on parlait juste de produits ou de cargaisons qui nous permettraient en fait d'encapsuler dans la finalité de ce qu'on allait transporter le surcoût que le transport allait générer.
Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire parce qu'on a décidé donc, de transporter des produits bio, déjà. Ça, c'était pour nous un critère nécessaire. Du cacao et du café, parce qu'on estime que ce sont aussi des produits qui, légitimement, on pourrait presque dire, méritent d'être transportés. Je pense que ce sont des produits dont on ne peut pas, ou dont on n'a pas forcément envie de se passer, mais qu'on ne peut pas obtenir localement. Donc, il n'y a pas vraiment de choix que d'aller les chercher exactement dans des contrées lointaines. Et donc, le levier d'action, là, est très clairement le transport. Ou alors s'en passer complètement. Ça, c'est l'autre option. Et du coup, ça veut dire, en fait, votre façon de faire, là, on parle même plus de transport à la voile, mais votre façon de faire, c'est comment est-ce qu'on... Finalement, c'est comment est-ce qu'on... c'est un questionnement plus profond. Oui, c'est ça. C'est vraiment genre, comment est-ce que je limite les émissions de CO2 de ma consommation de cacao ou de ma consommation de café. Absolument. Je vais chercher du café bio. Je le transporte moi-même, je viens le raffiner, le transformer et le distribuer moi-même. Oui. Et donc, en fait, tout ça, ça me permet de maîtriser ma chaîne de valeur. Absolument. Et finalement, en fait, le moyen transport à la voile, ça reste un moyen. C'est pas la fin du projet, quoi. Exactement. Même si c'est vraiment le point de départ de l'entreprise, mais adossé... Alors, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a une synergie qui est un peu inattendue, parce que ce sont quand même des métiers qui sont fondamentalement différents et qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Mais on a clairement vu une synergie d'un point de vue du produit, parce qu'on prend une matière première brute que l'on transforme, donc l'action de transformation rajoute de la valeur, et dans cet ajout de valeur, on est capable d'encapsuler le coût du transport, qu'on estime, pour donner un ordre d'idée, sur une tablette de chocolat du nom Grand Sail, à 10 à 12 centimes d'euros sur le prix de la tablette. Donc c'est peu, en fait, ramené à l'unité de consommation finale, c'est peu quand on dit à tout le monde ça va vous coûter 10 à 12 centimes supplémentaires directement liés au transport. Les gens disent en fait ça va, c'est pas beaucoup. Sur une tablette de 100 grammes, c'est pas énorme. Mais c'est parce qu'on a tout un système et une chaîne de valeur. Et c'est parce que les gens adhèrent aussi, c'est là la synergie, les gens adhèrent à ce projet un peu hors norme, avec une approche très atypique, avec ce voilier, avec justement l'intégration des activités, et forcément un projet qui est extrêmement engagé et qui se veut relativement complet. On essaye d'être assez bon sur plein de points. Donc, on s'embête un peu en fait à essayer de faire quelque chose qui tient la route, mais c'est parce que ça tient la route que les gens adhèrent. Et donc, l'un entraîne l'autre. C'est parce que les gens adhèrent et qu'ils achètent les produits qu'on est aussi capable de financer le projet maritime. Et c'est pour ça que, chronologiquement, on a démarré par l'activité agroalimentaire avec initialement une promesse. La promesse, c'était on a ce projet un peu fou, un peu hors norme. En achetant nos produits, vous allez permettre de le concrétiser. Donc, c'était charge à nous ensuite de réussir à le faire le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on a fait raisonnablement rapidement. Mais donc c'est vraiment il y avait cette belle synergie, ce qui nous a permis de lancer donc le premier voilier cargo. Faut mentionner quand même, parce qu'on est une petite entreprise morlaisienne du Finistère, c'était le premier voilier cargo moderne, donc une nouvelle construction, à être normé marine marchande internationale. Au monde donc. Au monde. Alors c'était un très petit cargo, un relativement gros voilier, un 24 mètres pour 50 tonnes de capacité de chargement. Ça, c'est 2020. Ça, c'est 2020 qui sort, qu'on met en service. Et déjà, en fait, c'est une avancée assez phénoménale. C'est un petit bateau, objectivement. Mais symboliquement, il a eu un impact assez fort. Et ça nous a, là aussi, la synergie du fait qu'on avait réussi à concrétiser ce pari assez audacieux, cette promesse, on pourrait même dire audacieuse. Ça nous a permis d'accélérer encore plus les ventes de nos produits et donc d'accélérer encore plus sur les projets maritimes. Et donc la deuxième étape pour nous, après Grand Sail 1, ça a été de lancer la conception et la construction d'un Grand Sail 2. Et Grand Sail 1 faut quand même comprendre que c'était un démonstrateur, un prototype qui avait une valeur symbolique très très forte, mais que qu'on savait déjà n'allait pas suffire à nos besoins. Donc très rapidement, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait augmenter la capacité d'emport, donc de ce que l'on pouvait mettre à bord. Et donc on a planché sur un navire qui serait
plus gros, Deux plus fois long. plus gros. Et en l'occurrence, un peu plus même, puisqu'on est passé de 24 à 52 mètres. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait x2 en longueur, x2 en largeur et x2 en hauteur. Donc on passe d'un niveau de cale à deux niveaux de cale. Donc on fait 2 x 2 x 2, 8 à peu près. Donc on passe de 50 tonnes à 350 tonnes. Donc c'est pas tout à fait un x8 exact, mais on n'est pas loin sur les rapports. Et donc effectivement, la capacité d'emport a été multipliée par 7. Et ce qui est intéressant, et ça c'est un peu contre-intuitif pour les personnes qui sont peut-être pas du milieu, mais navire plus grand navigue plus vite. Donc, non seulement on est capable d'augmenter la capacité de chargement à bord, mais on était en plus capacité de rajouter des fréquences de départ. Et donc, pour donner une idée, sur Grain de Sail 1, on faisait 2 boucles transatlantiques par an. Donc, pour une capacité maximale de 100 tonnes, avec Grain de Sail 2, on peut en faire jusqu'à 4 ou 5. Donc, ça veut dire qu'on a une capacité qui dépasse largement les 1000 tonnes. Donc, on est même sur du x10 et voire plus sur une année complète en termes de capacité de transport. Donc, c'est déjà un bond assez colossal, alors qu'on a juste doublé la taille du navire. C'est impressionnant, quoi. On est en train de parler de en fait, faire son propre bateau. Donc, ça veut dire que là, en plus, ça veut dire que vous commandez la construction d'un bateau. Donc, c'est des chantiers qui sont monumentaux. Là-dedans, et puis on parle de 350 tonnes versus les fameux 100 000, 200 000, 300 000 tonnes qu'on peut avoir sur certains bateaux qui font des transatlantiques à côté. Oui. Donc, clairement, c'est pas pour diminuer la taille de ce projet qui est énorme à l'échelle d'une petite entreprise et surtout de pionnier parce que ça n'existe pas. Oui. Mais à l'échelle du transport maritime, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Pour reprendre l'analogie maritime. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, en fait, on pourrait plutôt réutiliser, je sais pas, un container qui fait même un petit parmi les grands, 50 000 tonnes, et se dire, on essaye de lui ajouter une propulsion vélique. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, oui et non. Oui, sur ce qu'on va appeler de l'assistance vélique. Ouais. Et donc, il y a des projets de rétrofit. Les kites ont l'avantage de pouvoir être installés sur les navires existants, mais vont seulement être déployés dans certaines conditions. Et de toute façon, imaginons qu'ils étaient utilisés sur l'ensemble d'un trajet, ce qui ne sera jamais le cas, mais le gain serait marginal. On parle de quelques pourcents de décarbonation. Donc c'est bon à prendre, parce que vu l'ampleur de la flotte mondiale, si on peut prendre 5% partout, autant le faire, avec des relatives facilités d'installation et des coûts qui ne sont pas complètement aberrants non plus. Donc si on peut le faire, autant le faire. En revanche, c'est clairement pas la solution, parce que on dit souvent qu'il faut d'abord travailler sur l'hydro, donc sur la conception de la coque de la carène. Donc on va travailler sur ce qui s'appelle les polaires du navire. Donc sa capacité à aller vite sur certaines allures différentes. Exactement. Et on va vraiment concevoir des navires nouveaux où l'hydro est associé à la propulsion vélique. Parce que à partir du moment où on installe une voile, on va générer une dérive. Donc ça va pousser le navire, parce que la plupart du temps, alors il y a certaines allures, si on a le vent juste derrière, où ça va pousser dans la même direction que laquelle on avance, mais généralement on va plutôt prendre le vent de côté. Plus ou moins de côté, mais généralement plutôt de côté. Donc ça va décaler le navire, ça va le dévier, ça va le pousser, et donc il va falloir un système d'antidérive pour réussir à garder son cap. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est de la base, mais on comprend tout de suite en fait la limite d'installer des systèmes véliques sur des navires qui ne sont pas adaptés à ça. Et donc, on peut schématiser, et on n'est pas loin de la réalité, qu'un porte-conteneur, c'est une boîte à chaussures ou un frigo sur l'eau. Peu de choses près, on est sur ça. Donc ce sont des navires qui sont très stables, mais qui ne sont pas faits clairement pour prendre une force latérale que le vent pourrait générer avec un système de captation de vélique. Donc c'est un petit peu la limite effectivement de ces navires existants et des solutions qu'on pourrait essayer un peu de combiner
La vraie réponse, c'est de partir sur de la nouvelle conception, avec des navires qui sont réellement conçus et prévus pour faire du transport à la voile. Et déjà, je pense qu'en plus, en termes de sécurité, ce sera mieux pour tout le monde, au-delà même de l'efficacité vélique. En termes de sécurité par rapport à du transport complètement motorisé, tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec du transport motorisé et des... Ah oui, avec une hybridation. Voilà, donc si on faisait un peu un hybride, un peu à la Frankenstein, à un moment donné, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Alors que si on part sur une vraie conception de navire où on va intégrer les deux, je pense que ça sera mieux pour tout le monde, clairement. Alors vous êtes en phase là, vous venez d'annoncer que vous allez avoir un 3e bateau dont la taille est encore doublée. Oui. Donc ça veut dire, est-ce que vous rajoutez du coup encore un étage de cale plus 2 fois en largeur, 2 fois en longueur? Est-ce qu'on est en train de faire un x8 encore? Même plus. Même plus parce que y a 2 choses qui changent. Donc pour décrire Grand Sail 3, on est très novateur sur le nom de nos navires. Donc on avait Grand Sail 2, Grand Sail 3 qui arrivera d'ici 2 ans et demi à peu près, c'est ce qui est prévu. Courant 2027, l'objectif. Et donc, c'est un navire qui fera 107 mètres. Et c'est un navire surtout, et c'est ça ce qui change, qui sera un porte-conteneur vélique. Et donc là, on parle, quand on dit vélique, ça veut dire que c'est un voilier, c'est-à-dire son moyen de propulsion principal, c'est la voile. Ça, c'est la philosophie de Grand Sail depuis le départ. Et on nous avait parfois un petit peu décrié ou critiqué pour notre approche en disant que vos navires, ils sont très petits, est-ce que ça change quoi que ce soit? Oui et non. Effectivement, au niveau de la masse de navires et de la masse de marchandises transportées, c'est effectivement quasiment rien. En revanche... Parce que là, du coup, 103 mètres, ça fait quoi en tonnage? 107 mètres, on serait pas loin des 3000 tonnes. 3000 tonnes, d'accord. Donc, il faudrait faire un x100 pour arriver sur la taille d'un container classique transatlantique. Ouais. Ok. Est-ce que ce serait envisageable de se dire, donc là, vous avez fait à chaque fois x2 en longueur sur l'espace de 4 ans, vous avez sorti le premier en 2020, vous allez sortir le dernier en 2026. Est-ce que c'est envisageable de se dire, en fait, dans 6 ans, dans 8 ans, il y a un navire à la voile qui fait 50 000 tonnes? Je sais là, pas, c'est exponentiel, la façon dont vous avez... Je sais pas répondre à cette question, très honnêtement. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que effectivement, même si nos premiers navires étaient petits, ils ont fait bouger les choses. Et surtout, on n'est pas les seuls. Donc, il y a une convergence. Et il y a aussi un engouement auprès des chargeurs. Donc, ce qui fait que le marché est en train de se concrétiser. Les solutions, donc les porteurs de projets aussi se multiplient. Et ça pousse aussi donc, les fournisseurs, les équipementiers, les chantiers navals à avancer dans leur propre développement et dans leur propre innovation. Et donc, en l'espace de quelques années déjà, Grand Sail 1 était volontairement petit et on aurait sûrement pu à l'époque faire plus gros déjà. En revanche, ça représentait un risque quand même technique non négligeable de passer sur immédiatement un navire de relativement grosse taille et avec un enjeu économique en termes de risque pour l'entreprise qui était non des moindres. Donc on a assez volontairement conçu un navire qui était assez petit, certes, mais qui nous a permis de démontrer que ça marchait, de nous rassurer aussi sur donc, la viabilité technique et la viabilité économique du modèle. On a assez rapidement embrayé sur un Grand Sail 2. Et là, en l'espace de quelques années, on voit que des nouvelles solutions sur le vélique arrivent. Donc ça veut dire qu'on a littéralement des nouveaux gréements qui sont en train d'arriver avec des ailes à profil rigide, des ailes et des voiles rigides. Donc des ailes asymétriques, des voiles rigides et des systèmes de gréement qui sont complètement nouveaux, que l'on connaisse, qui n'étaient pas encore suffisamment matures il y a quelques années. Donc ça, c'est très encourageant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on annonce donc, le projet de Grand Sail 3. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Bonne question.
Bonne question, parce qu'on voit en fait déjà le bond technologique qui nous permet de faire un pur vélic, là aussi, hein, et c'est ça la grosse différence, c'est que nos navires étaient aussi petits parce qu'on voulait faire du pur vélic. On aurait pu faire des navires plus gros en hybride, mais c'est pas notre approche. Donc si on fait aujourd'hui un porte-conteneur de 107 mètres à la voile, c'est parce qu'on est convaincu de la capacité de générer une propulsion vélique suffisamment bonne pour qu'on soit en pur vélic, à cette taille-là. Donc, qu'est-ce que l'avenir réserve ? Est-ce qu'on pourra faire plus dans quelques années ? Est-ce qu'il y aura encore des systèmes plus performants et encore mieux optimisés ? Peut-être, sûrement, j'espère. Ça, c'est vraiment clairement ce qu'on peut vouloir pour cette filière qui est encore émergente, encore relativement petite, mais, et là, pour une fois, un peu cocorico, mais la France est en avance. Au niveau mondial, ouais, clairement, oui. Donc les porteurs de projets et les équipementiers, c'est plutôt en France que ça se joue aujourd'hui. Donc là, en Scandinavie et puis un peu aux États-Unis, mais on est clairement parmi les précurseurs et on a un historique sur l'industrie maritime. Donc il y a une vraie belle carte à jouer pour l'image de la France. Donc oui, on peut imaginer que soit des acteurs français, parce que comme la demande aujourd'hui et la filière est vraiment en train de s'organiser en France, que des solutions ici en France pourront émerger, ou alors ça fait aussi appel d'air et peut-être qu'il y a des nouveaux acteurs qui arriveront dans d'autres pays qu'on n'a pas encore tout à fait identifiés et ça peut devenir... ça peut s'accélérer et à partir du moment où ça s'accélère, ça sera mieux pour tout le monde, c'est sûr. Finalement, en fait, votre impact... je pense qu'on peut le calculer éventuellement en grammes de CO2 par tonne de café ramené en France, ou éventuellement dans l'autre sens pour les chargeurs pour qui vous opérez pour les trajets retour. Mais ce serait plutôt, on parlerait plutôt du nombre climatique, d'une sensibilisation, d'un exemple que vous véhiculez plutôt que finalement de l'impact réel sur l'ensemble du transport mondial, quoi. Je pense qu'il y a clairement une valeur symbolique à ce que l'on fait. On fait ça de manière très humble. On est convaincu de ce qu'on fait, mais très humble aussi par rapport aux enjeux qui, très honnêtement, dépassent largement Grand Sail. Mais on a aussi conscience, à notre petite échelle, que on est un acteur reconnu au niveau mondial. Alors sur un domaine particulier, mais au niveau mondial malgré tout. Et que on bénéficie d'une notoriété qui est largement supérieure à la taille de notre entreprise et à nos moyens. On est une PME de 70 personnes. Voilà, faut pas imaginer qu'on est un énorme groupe. Donc le fait que Grand Sail soit relativement connu, c'est fort. C'est fort. Donc cette valeur symbolique, oui, elle est bien. Et puis nous, on sait très bien que ce que l'on met en place aujourd'hui, en termes de solutions technologiques que l'on déploie, en termes de partenariat avec les chantiers, les équipementiers, ça bénéficie évidemment aussi à nos concurrents, directs ou indirects. Et c'est pas très grave, c'est pas un problème. C'est une bonne chose, au contraire. C'est même plutôt rassurant de savoir qu'on a des concurrents. Parce que s'il n'y en avait pas, ça veut dire que c'est un projet qui est potentiellement trop niche. Trop monoproduit, trop... Exactement. Ouais. Et donc ça veut dire que peut-être même on peut se poser la question de la viabilité économique du modèle. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose à faire si éternellement tu es le seul à le faire ? La réponse est très probablement que non. Alors que si il y en a d'autres qui émergent et que ça massifie, d'une part ça nous force nous à être meilleurs, mais aussi ça crédibilise énormément le vélic comme solution viable. Pas juste Grand Sail, mais le vélic. La propulsion vélique. Donc nous, par exemple, on est intégré, on est membre de l'association Winship en France, qui est l'association qui fédère et réunit tous les acteurs du vélic, des bureaux d'études jusqu'aux chantiers navals et aux armateurs comme nous, et tout le monde tout au long de la chaîne de valeur. Et on voit aussi, ça c'est aussi un bon indicateur, que l'association qui vient de fêter ses 5 ans compte de plus en plus de membres d'année en année. Donc ça veut bien dire que l'industrie est en train d'émerger. Et l'autre bénéfice de ça,
c'est que plus il y aura de porteurs de projets, plus ça incitera les équipementiers et les chantiers navals à standardiser aussi des produits, à innover et à rabaisser les coûts, forcément. Parce qu'on est encore beaucoup sur du prototypage. Et le prototypage, par définition, est cher. Avec des niveaux d'incertitude relativement élevés, forcément. Et à partir du moment où il y a des standards qui commencent à émerger, des solutions qui sont avérées et relativement matures, c'est plus facile de s'embarquer dans des approches industrielles où on va commencer à construire, à rationaliser les coûts, à fiabiliser aussi les équipements. Donc c'est mieux pour tout le monde en fait. Mais il faut qu'il y ait suffisamment d'acteurs. Et clairement, c'est en train d'arriver. Donc c'est super, c'est vachement intéressant et c'est super dynamique comme industrie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que en fait, vous puissiez transporter les produits de n'importe quel chargeur? On connaît tous les deux Laure Sylvestre qui avait lancé Noé et qui a fait faillite. Elle transportait donc des polaires. Elle achetait du textile au Portugal et elle les faisait fabriquer en France et vendre en France. Qu'est-ce qu'il faudrait? Et elle a fait faillite malheureusement parce que le modèle n'est pas rentable quand tu t'attaques juste à un monoproduit dans des toutes petites quantités. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous et vos concurrents, le marché dont tu viens de parler, puisse s'ouvrir à beaucoup d'autres chargeurs? Alors pour GrainSail en particulier, GrainSail 1 était vraiment conçu et corrélé à nos propres besoins. GrainSail 2 était déjà un bond en avant parce que notre capacité de chargement dépasse nos propres besoins en termes d'approvisionnement. Ce qui nous a permis de considérer ou de mettre en place l'ouverture de nos cales à d'autres chargeurs. Et effectivement, on est entreprise agroalimentaire, armateur et également commissionnaire de transport. Donc on a rajouté cette brique de commissionnaire de transport pour nous permettre de proposer de la prestation de transport pour le compte de clients. Donc c'est déjà en cours. Mais un des retours des clients, c'est des clients... Alors pour l'instant, on est encore sur un marché de niche, donc des premiers clients qui nous soutiennent. C'est on vous soutient parce qu'on est engagé et parce qu'on y croit et parce qu'on... certains nous parlent aussi d'une responsabilité. Donc c'est-à-dire qu'ils ressentent en fait une responsabilité de permettre à cette industrie de se développer. Donc c'est en soutenant des projets qu'ils estiment avoir un impact. Mais ils disent, au-delà du test, ce qu'il faut maintenant, c'est deux choses majeures. Une chose, ça va être la massification. Donc ça veut dire deux choses. Plus de navires et plus de navires et plus de capacité de chargement sur les navires. Les deux vont de pair. Donc idéalement des navires plus gros et plus de navires. Et deuxièmement, qui est lié au fait qu'il y aurait plus de navires, plus de fréquences de départ. Donc ça veut dire qu'on assure où on est en capacité d'assurer des départs, donc des livraisons relativement récurrentes. Ce qui leur permet, eux, d'intégrer ça dans leur propre supply chain, dans leur stratégie de supply chain. Si je sais que, par exemple, j'ai un bateau qui va arriver toutes les 2 semaines, même si la capacité à bord n'est pas exceptionnelle, je peux m'engager et je peux intégrer ça dans mes volumes. Et si, effectivement, les navires sont un peu plus conséquents, c'est ce qu'on est en train de faire avec GrainSail 3, à ce moment-là, les chargeurs sont aussi en capacité de faire basculer en fait certains flux qui peuvent être sur de l'aérien ou même sur du maritime vers ces solutions décarbonées. Mais ça, ce n'est que possible à partir du moment où il y a en face des navires qui sont suffisamment gros et suffisamment de navires pour avoir cette récurrence de départ et de livraison. Et comment est-ce que vous gérez alors les aléas de la météo? Je suis un peu sur LinkedIn les posts du président de GrainSail qui raconte presque jour après jour ce que vivent les marins sur GrainSail 2, donc qui est en pleine transatlantique là, vers les États-Unis. On est en plein milieu des ouragans Milton, des tempêtes sur le sud de la Floride, mais qui ont des répercussions assez violentes sur l'Atlantique Nord. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les aléas dans ces moments-là? Est-ce que c'est plus dangereux d'être sur un voilier que d'être sur un navire motorisé? Est-ce que du coup, les chargeurs ont
une réticence parce que du coup il y a cette peur supplémentaire du fait que un voilier peut-être plus peut subir plus la météo qu'un navire motorisé. Alors, un des enjeux, et quand je disais que Grand Sail 1 était le premier voilier cargo moderne à être normé marine marchande, alors évidemment Grand Sail 2 l'était aussi, une fois qu'on a fait la prouesse une première fois. Donc ça veut dire que les bureaux de certificat, enfin de certification, comme Bureau Veritas en l'occurrence, nous attribuent un droit de naviguer. Et aussi en collaboration avec les affaires maritimes françaises, puisqu'on est enregistré au registre international français, le RIF. Donc on a pavillon français, donc on est au plus haut niveau d'exigence, ce qui veut dire qu'au niveau des assurances, il n'y a pas de différence entre nous et un porte-conteneur. On fait le même travail, il y a des classes, donc on est sur la classe petit navire, mais on répond aux mêmes normes. Donc il n'y a pas de question en fait de différencier en termes d'exposition au risque. Ouais. Et donc si les assurances n'ont pas de soucis avec ça, clairement les chargeurs non plus. On pourrait même aller plus loin en disant que oui, ok, il y a des voiles, donc est-ce qu'on est plus à risque ? Je dirais l'inverse. En fait, on est mieux capable parce que vu la conception des navires qui peuvent gîter, qui peuvent tanguer, qui peuvent justement répondre aux aléas, ce sont des navires qui sont conçus en fait pour aller au vent. Alors que les gros porte-conteneurs, non. Dès que ça commence à bouger, les porte-conteneurs, on en a déjà vu qui se sont éclatés en deux. On voit les conteneurs qui sont juste posés sur le pont, qui vont valdinguer. J'avais vu une stat absolument hallucinante, mais c'est que un porte-container c'est sur une traversée du Pacifique, en moyenne, il va perdre un container dans l'eau à chaque tempête ou un truc comme ça. Mais quand je dis que ces navires-là, en fait, sont pas réellement adaptés aux tempêtes, c'est vrai. Et c'est de plus en plus fréquent dans les courses au large que les navigateurs rencontrent des containers qui sont tombés à l'eau. Donc, on pourrait plutôt même dire qu'un navire vélique est peut-être plus adapté de par la conception de sa coque pour répondre à ces on pourrait dire qu'en plus, il y a deux moyens de propulsion, donc il y a un backup, alors que sur un navire au moteur, il n'y en a pas. Donc, je vais pas forcément aller jusque-là, mais on pourrait se dire que peut-être que c'est pas plus mal, c'est peut-être même plus intéressant. Donc, il n'y a pas de surexposition au risque. La preuve, nous, avec Grand Sail 1, on a fait l'équivalent de 3 fois le tour du monde en distance parcourue. Avec Grand Sail 2, on est déjà rendu sur la 6e transatlantique. On n'a rien cassé à bord, nos marins sont tous revenus en vie, enfin voilà, ça se passe très bien, donc clairement il n'y a pas de risque particulier, et ça c'est donc une des façons de réduire le risque. Alors il y en a, j'en vois 2 majeurs. Un, c'est déjà de bien concevoir le navire en amont, c'est quand même l'enjeu majeur, et quand je parle de prototypage, ça veut dire que tous les navires ne sont pas égaux. Sur les nouveaux navires qui arrivent, certains sont mieux conçus que d'autres. Et ça, c'est objectivement le cas. Nous, on a passé énormément de temps. En plus, ce sont des marins qui conçoivent les navires avec des architectes navals. Donc, on a une maîtrise assez importante sur la conception de ces bateaux-là pour avoir les meilleurs bateaux possibles et les navires les plus performants en termes de sécurité, avant tout, et en termes de propulsion vélique et donc de décarbonation. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, c'est bien concevoir ces bateaux-là. La deuxième question, c'est sur les choix de routage. Donc, même si on a un navire qui est bien conçu, qui répond à toutes les normes internationales de marine marchande, clairement, on ne va pas mettre les marins en difficulté. On ne va pas mettre le bateau à mal. On ne va pas faire les cow-boys. On fait du transport de marchandises. On a un équipage à bord. Et idéalement, tout le monde revient à quai sans aucun souci. Et tous ses membres. Oui, mais la question, elle est moins sur la sécurité que sur les aléas de temps de transport. Tu vois. Est-ce qu'un chargeur qui va se dire moi, j'en ai absolument besoin pour dans 16 jours, la Transat, elle dure 15 jours en motorisé ou 13, elle dure entre 12 et 18 à la voile. Est-ce que c'est des trucs qui peuvent marcher dans le système dans notre système économique qui est hyper rapide, mais en même temps qui est millimétré? Est-ce que c'est des choses qu'on peut revoir, tu vois? Est-ce que ce système économique, on peut décider qu'en fait,
ouais, il y a tout un tas de produits qu'on transporte à la voile et sur lesquels il faut que les supply chains se disent que c'est pas grave si je suis en rupture ou si je dois attendre 4 jours de plus, etc. Ouais, alors plusieurs manières de répondre à cette question. C'est oui, clairement, il y a une partie un peu de pédagogie. Et il faut réussir à convaincre un peu les chargeurs à réfléchir différemment, à peut-être revoir certaines approches sur la gestion de leur propre supply chain. Alors, on ne demande pas des changements radicaux, hein, mais ça peut nécessiter de revoir certaines choses. Donc, certains sont plus ou moins prêts, ont plus ou moins envie de le faire, sont plus ou moins, on peut même aussi dire, matures sur la question, parce que à partir du moment où le cheminement mental a été effectué, c'est évidemment plus facile de s'adapter et de trouver des solutions. Donc, certains sont plus prêts, plus matures sur ces sujets-là. Ça dépend aussi des marchés. Évidemment, certaines industries vont être plus ou moins sensibles. Donc, le Vélic n'est pas la panacée, ne peut pas répondre à tout, forcément. Mais sur beaucoup de produits, de marchandises, ça passe plutôt bien. Sachant que, en plus, ce que l'on demande, ou ce que l'on accepte et ce que les clients doivent accepter, c'est une variabilité potentielle sur ce qu'on appelle l'ETA, donc la date d'arrivée, qui peut fluctuer de plus ou moins 2 à 3 jours à peu près. Ça, c'est ce qu'on va appeler le transit time. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire le port-rapport, le temps de traversée. Le lead time total, qui est du départ du client jusqu'à sa destination d'arrivée de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle le lead time. Donc, vraiment le temps de ce qu'on peut aussi dire porte-à-porte versus port-à-port. Et donc, on peut être potentiellement légèrement plus lent en transit time, donc en temps de traversée, et être paradoxalement plus rapide sur des temps de livraison totale. Parce que la logistique autour d'un bateau de 50 tonnes de marchandises n'est pas du tout la même que celle d'un 300 000 tonnes. Et là, les choix des ports aussi, la centralisation sur certains gros ports, donc ils vont devoir envoyer plus tôt et plus loin parfois dans certains gros ports. Il y aura des temps d'attente dans les ports, donc il faut envoyer au moins une semaine avant. Le chargement va prendre 3, 4, 5, alors plutôt 4 à 7 jours généralement. Les temps de déchargement, ça va être à peu près pareil. Donc, en fin de compte, là, en transatlantique, et la plupart des navires sont d'ailleurs en retard, hein, la majorité des navires sont en retard dans les ports d'arrivée. Donc, il y a déjà une variabilité que les chargeurs acceptent de facto, même si sur papier, elle est inexistante. Mais on parle plutôt de 30 à 35 jours en porte-à-porte en transit transatlantique. Enfin, en transport transatlantique. Donc, finalement, en fait, une solution au-delà de la voile, mais pour désenclaver peut-être le trafic mondial, c'est de décentraliser, donc c'est d'avoir plus de petits bateaux, et donc de fait les avoir à la voile, parce qu'un petit bateau qui n'est pas à la voile, c'est bien pire. On en a parlé un peu en amont, mais tu disais que effectivement, si vous, ayant en fait, avec le Grain de Sail 2, vous avez 350 tonnes versus 300 000 tonnes sur un bateau, dès que vous allumez le moteur pendant 2 heures, vous flinguez votre bilan carbone Absolument. À la tonne par kilomètre, oui. À la tonne de marchandises transportées par kilomètre, alors qu'un navire de 300 000 tonnes, s'il allume ses moteurs pendant 2 heures, le coût marginal pour la tonne, il est minime. Absolument. Et donc, il faudrait effectivement que, si on veut décentraliser, qu'on puisse utiliser plus de ports plutôt que des énormes ports centralisés, donc plus de petits bateaux. Mais si on veut des petits bateaux, il faut des moyens de propulsion différents. Et alors... oui, plusieurs éléments. Un, c'est que les navires aujourd'hui déjà font ce qu'on appelle du slow steaming, donc ils ralentissent. Ouais. Donc déjà, eux-mêmes sont en train de revoir ces stratégies parce qu'une des façons d'économiser du carbone, c'est de ralentir, tout simplement, enfin, du gasoil. La route sur air. Voilà. Donc quand on est capable, quand on est un énorme bateau, on a une inertie qui est monumentale et on peut rouler peut naviguer pendant 24 heures ou 24 heures sur son air sans toucher à ses moteurs. Exactement. Donc il y a déjà ces stratégies-là. Donc les chargeurs acceptent par la force des choses que les temps de livraison soient plus longs. Et avoir plein de petits bateaux, c'est pas forcément la solution en tant que telle. Nous, on n'est pas forcément pour avoir une méga flotte de plein de petits bateaux. Si, et ça c'est le gros si on ne se questionne pas sur ce que l'on transporte.
Donc, sûrement que oui, les plus petits bateaux avec certains gros bateaux un peu en complément. Donc, on n'est pas forcément contre des gros bateaux parce que il y a une utilité au niveau une écologie d'échelle. Voilà, une écologie d'échelle, une économie d'échelle. Et puis, sur certaines typologies de produits, c'est pas forcément un gros problème. C'est le fait qu'il y ait autant de navires qui est problématique et c'est qu'ils transportent aussi vraiment tout et n'importe quoi. Donc, il y a peut-être une question plus sociétale. Nous, on parle souvent de transporter moins, transporter mieux, mais c'est aussi consommer moins, consommer mieux. Donc, ça va de pair. Et à partir du moment où on consomme moins et qu'on s'approvisionne majoritairement en circuits courts, circuits locaux, on va réduire le besoin de transport. Là, le besoin de transport, d'ici, je crois que c'est 2050, est prévu de doubler. Ouais, c'est monumental. Donc le défi, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a quand même, hélas, encore un besoin d'avoir des très gros navires. Mais il y a besoin d'avoir de plus en plus de gros navires par rapport à la demande. Et ça, c'est un peu aberrant. Et dans ce contexte-là, parfois, c'est un peu frustrant et, pour nous, parce qu'on se dit, mais en fait, est-ce que nous, on est réellement capable d'avoir un impact et avoir plein de petits navires, si les projections des besoins de transport continuent à être exponentielles, ça n'a pas forcément de sens. Donc il y a aussi une autre question qui est légitime à se poser, et c'est pour ça que nous, on se l'est posé en premier lieu, avec cette intégration de nos business models, en se disant, on ne transporte que des choses qui sont relativement légitimes. Tout le monde pourra débattre, mais la solution, clairement, pour le café et le chocolat, puisqu'on ne peut pas s'approvisionner en local, c'est soit de s'en passer, soit d'essayer de les faire parvenir jusqu'à chez nous de manière le plus responsable possible. Et en plus, en amont, travaillant sur des produits bio qui vont limiter les intrants, etc. Donc, si on est un peu cohérent sur la chaîne, et je pense qu'il y a moyen de continuer à se faire un peu plaisir, parce que c'est aussi le sens de nos vies. Un peu de plaisir dans la vie, c'est pas forcément une mauvaise chose. À outrance, sans contrainte, c'est effectivement un peu débile. Donc, nous, on questionne ça fondamentalement, et on a été obligé de le faire dès le début. Donc, le café et le cacao, ok, pourquoi pas. D'autres produits, pour nous, la réponse est non. Et ça pose d'ailleurs, si on va jusqu'au bout du raisonnement, puisqu'on devient commissionnaire de transport et qu'on travaille avec des chargeurs, ça soulève aussi potentiellement la question de est-ce que l'on transporte tout ce que l'on nous demande de transporter. La réponse est non. Aujourd'hui, à l'export, qu'est-ce que vous transportez Alors, on est majoritairement donc, sur les flux export depuis la France vers les États-Unis. On est majoritairement sur des produits issus du savoir-faire un peu à la française. Donc, du vin notamment, vin spiritueux absolument. Et ça, je pense que c'est relativement légitime aussi. Le vin français est reconnu mondialement comme étant un des meilleurs. Si les Américains, par exemple, veulent boire du vin français, il n'y a que deux solutions. Soit ils viennent en France, soit on le fait parvenir jusqu'à eux. Donc c'est un peu la même question que le café et le cacao. Là, ce sont des produits qui, raisonnablement, sauf si on dit les Américains n'ont plus le droit de boire de vin français, mais on se dit peut-être que là, ça peut se justifier. C'est pas forcément aberrant qu'on transporte des produits comme ça vers là-bas. Des produits issus d'autres savoir-faire français, comme la mode, les parfums. Donc il y a quand même des typicités un peu françaises avec des savoir-faire qui ont été acquis depuis plusieurs siècles, qui sont difficilement réplicables, duplicables. Et ça, on peut dire, ok, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a certains produits où on va dire, est-ce que ça correspond ou pas? Est-ce qu'en tant que particulier, il y aura un moyen, donc vous, évidemment, quand on achète votre café, votre chocolat, on le sait que c'est transporté à la voile. Puisque vous êtes quand même destiné à devenir des commissionnaires de transport, si vous avez 3 bateaux, qu'il y en a un qui fait 350 tonnes de capacité de chargement, a priori, vous n'allez pas transporter que vos solutions, que vos produits. Est-ce qu'il y a un label qui existe pour que nous, on sache quand on va dans un supermarché qu'en fait, le transport a été effectué à la voile? Alors, je mets quand même un petit bémol, c'est que le transport dans le cadre des produits qui sont importés, qui sont fabriqués, c'est quand même relativement limité dans l'empreinte
environnementale globale d'un produit, empreinte eau, empreinte carbone, Absolument. etc. Mais est-ce que du coup, ça pourrait, sans que ce soit du greenwashing, être mentionné pour qu'on se dise, ah bah tiens, ça c'est transporté à la voile, c'est intéressant, quoi. Alors, de plus en plus, alors aujourd'hui, il n'y a pas de label spécifique pour, on va dire, certifier le transport vélique ou la performance du transport vélique. Parce que, comme je disais, si on a mis un kite sur un porte-conteneur et qu'on a fait 3 à 5% d'économie carbone, est-ce qu'on peut se revendiquer transporter à la voile, par exemple? Donc, il faut faire un petit peu attention. Toutes les solutions ne se valent pas. Mais sur un navire comme le nôtre, par exemple, est-ce qu'on pourrait en théorie avoir un label qui viendrait vérifier? La réponse est oui, mais il n'y en a pas. Mais dans plusieurs labels, il y a de plus en plus maintenant les dimensions de transport qui sont incorporées. Typiquement, dans ceux que je connais, moi, les labels ont tendance à pénaliser le transport aérien, mais pas valoriser d'autres modes de transport. Donc en fait, il y a l'aérien, pas bien, et le reste. Et si c'est le reste, bah, tout est à la même enseigne, c'est pas grave. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un label. On échange avec certains pour essayer de faire évoluer leur méthode pour justement valoriser ces efforts-là. Et je pense que tu mets le doigt dessus, mais pour le consommateur, ça peut être un facteur différenciant et un critère de choix dans la sélection des produits. En fait, moi, ce que je me dis, c'est une marque qui passe par un transport à la voile, il y a quand même peu de chances qu'elle le fasse par greenwashing. Je pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui, vu la taille du marché, il y a forcément un intérêt qui est autre ou qui est juste un intérêt alors philanthrope ou je sais pas, mais qui est vraiment ancré dans une démarche générale. Tu vois. Je pense donc effectivement, je pense que la raison d'être derrière ces initiatives, elle est, je pense, vraiment bien fondée. Ce sont des gens qui sont convaincus, qui ont envie de faire les choses bien. Mais je pense que tout le monde ne peut pas faire ce que nous, on a fait. Parce qu'on est intégré, c'est très facile pour nous de parler au niveau du produit de toute la partie de transport vélique. Parce que c'est tout pareil, en fait. Tout est grain de sale. C'est grain de sale sur le chocolat, c'est grain de sale sur la tablette, c'est grain de sale sur le bateau. Enfin, il n'y a pas de différence, en fait. Tout est complètement lié. Mais pour d'autres qui auraient une relation moins étroite, comme nous, moins verticale, qui feraient appel à des prestations de transport bas carbone, je pense que certains seraient vachement intéressés par le valoriser. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, ça, c'est plutôt un accompagnement dans la communication pour les clients. On va dire un petit bonus supplémentaire pour venir travailler avec nous. On a créé un petit écusson qui dit que c'est transporté à la voile, etc. Pour essayer de leur permettre de valoriser un peu ça. Mais ça n'a pas de valeur. Ça a juste la valeur du nom grain de sale. Donc les gens peuvent aller voir et se renseigner et puis dire en fait, c'est pas mal leur truc, ça tient la route. Ok, très bien, j'y crois, donc c'est crédible. Mais ça n'a pas été certifié, audité. Il n'y a pas un cahier des charges bien établi qui permettrait de valider et de comparer aussi les différentes méthodes. Ouais. Donc ça, c'est ce qui manque un peu. Et d'ailleurs, pour aller même plus loin, au-delà même d'un label, il y a des questions plus fondamentales au sein de l'industrie sur les méthodes et les modes de calcul pour comparer les différents projets véliques. Parce que dans les solutions véliques, celles que l'on imagine, je pense, si on ferme nos yeux et qu'on dit voile, c'est quelque chose qui va ressembler à un navire qu'on va voir dans les ports de plaisance quand on est en vacances. Ouais. Je pense que la plupart des gens, c'est un peu ce qu'on imagine. C'est le bateau, c'est le bateau qu'on dessine à la main vite fait. Voilà, ça ressemble à ça avec la petite voile, le petit triangle, quoi. Or, la propulsion vélique est beaucoup plus complexe que ça. Donc, nous, nos navires ressemblent un peu à ça, en fait. Plus gros, plus costaud, mais ça ressemble. Grand Sail 1 et Grand Sail 2 ressemblent quand même à des voiles, à des navires de plaisance, des voiliers de plaisance. Mais Grand Sail 3 sera différent. Et parmi les autres solutions, j'ai mentionné les kites, il y a des rotors Flettner. Donc là, ce sont des cylindres, en fait. Il y a des ailes à profil asymétrique, donc qui ressemblent un peu à des ailes d'avion, mais à la verticale. Il y a plein de solutions
qui répondent à différentes contraintes et différents usages par rapport à la configuration des navires et qui vont avoir des performances de décarbonation différentes aussi. Donc, c'est un enjeu pour nous, en fait, en termes de filière, d'industrie, de réussir à apporter une grille de lecture qui soit cohérente, où on peut comparer les choses entre elles. Ce qui permet, pourquoi pas, à terme, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de label encore, parce que sur quoi se baserait un label ? Donc, tant qu'il n'y a pas de normes établies, c'est assez compliqué d'aller établir un label pour certifier. En fait, il se baserait sur quoi ? C'est ça un peu le sujet. Donc là, on est en train de travailler justement ensemble. Il y a un travail collectif qui est en train d'être fait pour faire émerger en fait des méthodes de calcul et des standards pour l'industrie. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que pas forcément besoin de continuer le bashing des énormes cargos, parce qu'en fait, on a besoin encore de ces cargos-là, que il y a une des questions qui est plutôt la question et qui revient souvent dans ce podcast de se questionner sur ce qu'on consomme et ce qu'on commande et ce qu'on se fait livrer, etc. La troisième, c'est qu'effectivement, petit bateau égale plus difficile économiquement, mais en même temps, c'est quand même sur des produits spécifiques une des meilleures solutions qui permettent de décarboner le secteur. Il y a plein de solutions qui sont en train de voir le jour. On est un peu au stade de tâtonnement de l'industriel, donc on a validé des concepts, on a validé des prototypes, et là maintenant on est en train de se dire comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle. Donc j'ai hâte de voir comment ce marché va se développer dans les 5 ans à venir. J'ai hâte de voir la sortie de Grain de Sail 3. Donc au moment où on enregistre cet épisode, c'est une info encore un peu exclusive, et puis au moment où l'épisode sortira, a priori vous aurez eu quelques articles dans la presse à ce sujet. Donc félicitations pour ça, c'est trop bien, j'ai hâte de suivre ce projet-là. Et voilà, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditeurs ? Juste déjà remercier, toi. Puis acheter du chocolat, quoi. Ouais, j'allais arriver sur ça parce qu'en vrai, sans ça, il n'y a pas de Grain de Sail. Et pourquoi on a été les premiers à le faire ? C'est parce qu'on avait justement cette intégration avec le business model complètement unique d'une activité agroalimentaire et de l'activité maritime. Donc si vous avez à un moment donné acheté du café ou du chocolat Grain de Sail, vous avez de manière directe et tangible contribué à la concrétisation de ce projet. Donc c'est génial et c'est quelque chose qui est relativement facile et on peut se faire plaisir en plus. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de nous soutenir. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à aller nous voir sur nos sites ou en rayon, parce qu'on est de plus en plus présent dans les rayons et c'est vous avez cool. Un Instagram qui est un peu sympa où on montre le quotidien des marins, des trucs comme ça. Alors on parle pas que du marin, mais ou du maritime et des marins, mais ça fait partie évidemment intégrante de ce qu'on communique. Donc il y a plein de vidéos, ou sur YouTube aussi, il y a pas mal de vidéos un peu immersives où on est sur le bateau, on voit ce qui se passe et je dis souvent on essaye d'embarquer les gens plutôt de manière figurative. Mais parfois aussi littérale, parce que ça nous arrive de faire des visites à bord, etc. Vous faites donc là, on parle du transport marchand, il y a beaucoup de cargos qui se mettent à faire du transport commercial, donc c'est-à-dire du transport de personnes pour remplir les cabines de marins qui sont pas là, ou ce genre de choses, ou pour compléter un peu le travail. Ça vous arrive ou pas ? Du tout. Non, pour Grain de Sail, parce que par rapport à la taille de nos navires aujourd'hui, c'est pas vraiment réaliste de rajouter des cabines pour des passagers. 2, on a vraiment fait le choix aujourd'hui de travailler sur le transport de marchandises. Donc le passager, les marins diront que ce sont des marchandises fragiles qui se plaignent, qui bouchent les toilettes et donc pour l'instant on n'a pas vraiment envie d'embêter les marins avec ça. Je te dis ça parce que mon frère habite en Nouvelle-Calédonie, il a l'intention de rentrer avec sa femme d'ici quelques mois, et ils sont en train de chercher des solutions. Donc ils ont pris l'avion pour aller habiter là-bas il y a 1 an et demi, et maintenant qu'ils se posent la question de rentrer en métropole, ils se disent comment est-ce qu'on fait ? On a moins envie de prendre l'avion pour le retour. Est-ce qu'on pourrait imaginer un transport commercial où on fait partie... alors, ils ont regardé des solutions, mais apparemment, avoir une petite piole sur un porte-container, ça coûte 150 € par jour par personne. Donc, toutes les solutions ne sont pas hyper faciles à envisager. Et en plus, du coup, ça peut te prendre un trajet de 2 mois et demi à 3 mois. Donc le coût est quand même pas ridicule, quoi. La bonne nouvelle, c'est que quand on parle de Vélic,
On a majoritairement parlé de transport de marchandises parce que c'est ce qu'on fait nous. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'arriver. Certaines encore à plus petite échelle, mais d'autres qui vont arriver. Je dirais qu'il y a 5 à 10 ans de décalage entre le transport de marchandises et le transport de passagers. Mais le Vélic, absolument, fait partie des enjeux pour décarboner les transports, que ce soit de loisirs ou de commerce ou peu importe, sur différentes routes à travers le monde. Bon, il faut avoir conscience qu'effectivement, le temps de trajet sera quand même beaucoup plus long que l'avion. Ça, c'est clair. Mais oui, c'est intéressant. Maintenant, si on en est à repenser notre système économique, notre système social, c'est 15 jours pour aller aux États-Unis, est-ce que c'est vraiment déconnant ? C'est pas forcément une mauvaise chose à partir du moment où ce sont des navires qui sont relativement confortables avec, pourquoi pas, des connexions et on peut travailler à bord. Peut-être que ça se fait pas trop mal dans un monde où on peut faire de plus en plus de... Oui, et puis, alors où t'as pas le mal de mer. En vrai de vrai, ça c'est peut-être une des limites sur les tailles de navires plus petits comme les nôtres. Ouais. Franchement, ça bouge. Suffit d'aller sur nos réseaux, vous allez voir des vidéos qui sont à couper le souffle parce que clairement, ce sont des marins professionnels à bord. C'est pas pour le commun des mortels. Même des gens qui n'évitent pas les tempêtes, quoi. Ils foncent en droit dedans. On y va, ouais, on y va. On fait pas les débiles, mais le navire est conçu pour. Donc, on peut aller dans des conditions qui sont quand même assez costauds. On peut faire du 40 nœuds établi avec des rafales à 60. Ça passe sans problème. Et les marins. Niveau des plus grosses tempêtes qu'on a sur les côtes, sur les côtes atlantiques françaises. Ouais, 40 nœuds, on va être sur du 100 km/h, quoi. Donc, à peu près, vous regarderez les ratios, mais je pense qu'on n'est pas loin de ça. Donc, ça commence à souffler assez fort. Mais les marins s'amusent. Mais le commun des mortels, c'est pas très confort. Donc non, le passager sur ce type de navire-là, c'est pas vraiment adapté. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Si vous êtes encore là, c'est clairement que vous êtes un de nos auditeurs préférés. Ça fait 1h05 que vous nous écoutez. Si c'est pas encore fait, profitez-en pour laisser un commentaire sur Spotify, sur Apple Podcast, pour laisser une note aussi au podcast. Ça nous aide énormément. C'est ce qui nous fait remonter dans les charts des différents podcasts. Et surtout, quand quelqu'un découvre le podcast, c'est ce qui fait se dire que c'est un podcast de qualité. Alors, n'hésitez pas à appuyer sur tous ces boutons-là. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et moi, je vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour un nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.